Bienvenue au club Le Figaro Politique et comme tous les lundis soirs, 3 questions ce soir auxquelles nous allons essayer avec nos invités de répondre. La première, dans la tourmente, est-ce que François Bayrou peut tenir encore longtemps ? Est-ce que ça sera avant l'été, après l'été qu'il pourrait tomber ? On verra que son gouvernement pourrait tomber. Et puis, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, est-ce qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde ou y a-t-il une compétition après ce qui s'est passé judiciairement au mois de mars qui a un peu rebattu les cartes ? Enfin, la guerre au Moyen-Orient, est-ce qu'elle continue à fracturer la gauche, cette gauche que l'on dit irréconciliable? C'est à ces 3 questions que nous allons répondre, en plus évidemment des coups de cœur et des coups de griffe. A tout de suite. Avec un plateau de choix, avec Alexis Brézet, le directeur des rédactions du Figaro, de tous les titres du Figaro, avec Anne Fulda, grand reporter au Figaro également, avec Richard Flurin, pour qui la gauche n'a aucun secret. On verra ça. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir et nous sommes très contents de vous accueillir. Alors, la tradition veut qu'à BFM TV, où vous travaillez, on commence par vous. Et là, je vais commencer par le directeur des rédactions du Figaro. Ah bon, elle a commencé. Alors, celui qui veut répondre. Alors, on dit que François Bayrou pourrait tomber avant l'été. Est-ce que c'est possible d'après vous, Alain? Si je disais que ça n'était pas possible, tout le monde rirait. Si je disais que c'est inéluctable, peut-être que personne ne rirait, mais moi j'ai pensé depuis le début qu'il resterait au moins en gros jusqu'à la fin de cette saison, c'est-à-dire jusqu'aux vacances. J'ai pensé comme beaucoup de monde que l'obstacle du budget serait difficile à franchir, je le pense toujours évidemment. Ça c'est pour la rentrée l'obstacle du budget. C'est pour début octobre. Il y a un risque tous les jours qu'il tombe. Ça peut être après-demain si le conclave se passe mal. Ça peut être à n'importe quel moment s'il y a une réaction d'humeur des socialistes. S'il faut faire un pari, moi je dirais plutôt que la vraie échéance pour lui, c'est la rentrée. La rentrée. Alexis, d'accord ? Oui, je ne crois pas qu'il va tomber. Je ne le crois pas. Alors je peux tout à fait me tromper. Peut-être que d'ici effectivement 2 jours, les faits me donneront tort. Mais je ne crois pas qu'il peut tomber avant le 14 juillet, notamment sur l'affaire des retraites dont tout le monde parle, qui agite beaucoup. C'est évident que LFI n'attend que cette occasion pour le censurer, bien. Mais il n'y aurait que LFI qui aurait l'intérêt. Il y a quand même les socialistes, ils hésitent, ils se tâtent. Parce que d'un côté, ils sentent quand même confusément que Bayrou les a roulés dans la farine. Il leur a vendu un lapin dans un sac, ils ouvrent le sac, qui était la réforme des retraites, et puis il n'y a rien. Donc ils sont quand même un petit peu agacés de cette affaire. En même temps, si jamais la CFDT cautionne si peu que ce soit ce mini-accord, s'il y en a un, c'est quand même très difficile pour le Parti socialiste d'aller voter contre un accord fait avec la CFDT. Et puis quand bien même les socialistes qui sont divisés, et LFI qui est tout à fait uni sur cette question, voter la censure contre Bayrou, ça ne suffirait pas. Il faudrait que le RN la vote. Or, Jean-Philippe Tanguy l'a expliqué hier, pour la première fois de façon extraordinairement claire, et assez surprenante dans le JDD, il dit « Nous ne voterons pas à la censure, ça n'est pas une ligne rouge. » D'ailleurs, ça n'a jamais été une ligne rouge, la réforme des retraites. Alors, on va voir si le Rassemblement national est uniforme là-dessus. On va l'écouter. On va écouter d'abord un socialiste et après M. Chenu. François Bayrou ne nous tient pas. Lorsqu'il faudra le censurer, on sera là. Mais sur quoi on va le censurer ? En réalité, le vrai rendez-vous, c'est le budget. Parce que dans le budget, vous avez d'abord... Vous attendez de connaître le contenu de son plan d'économie à 40 milliards, mi-juillet. Bien sûr, mais vous aurez le coût de ce conclave. Il sera dans le budget. Dans le plan économique. De toute façon, le vrai rendez-vous, c'est celui-ci. Et le rendez-vous du courage, c'est celui-ci. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Monsieur le Premier ministre, déposerez-vous avant la trêve estivale un projet de loi du gouvernement en ce sens, autorisant les parlementaires à faire leur travail de parlementaires et remplir les conditions pour lesquelles ils ont été élus? Accepterez-vous que nous en parlions durant la session extraordinaire, et nous sommes prêts d'ailleurs à la prolonger pour avoir le débat
que les Français attendent. Si vous ne le faisiez pas, monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Richard. Ouais, c'est sûr que, comme on l'entend avec Boris Vallaud, chez les socialistes, la tentation de la censure est très grande. En réalité, l'avantage de ce conclave sur les retraites, c'est qu'il menait les socialistes jusqu'à après leur congrès, qui était un moment de démocratie interne très important. Et donc, ça leur permettait de ne pas parler de censure à ce moment-là et d'être uniquement concentrés sur les enjeux internes du parti. Désormais, le congrès est passé, Olivier Faure a été reconduit. Et je crois que dans l'esprit d'Olivier Faure, désormais, il y a l'envie de réarrimer le Parti socialiste à la gauche, la vraie, et donc, en tout cas, l'opposition de gauche. Et donc, une censure du gouvernement est extrêmement... Ce qui la ferait s'aligner sur la France Insoumise. La France Insoumise, sur les écologistes, en sachant qu'Olivier Faure, lui, est dans une démarche unitaire très très forte en vue de la présidentielle. Et plus intéressant encore, parce qu'Olivier Faure a toujours été plutôt partisan de la censure, on voit des personnalités du groupe socialiste comme Jérôme Guedj ou comme Philippe Brun, qui étaient très anti-censure cet hiver, commencer à être tentés de censurer le gouvernement. Je crois qu'il y a au fond, dans ce groupe socialiste, qui composait d'une soixantaine de députés, plus que 2 députés qui... non, ils ne sont pas 100 députés, ils sont moins que ça. Ils sont moins que ça. Excusez-moi. Il n'y en a plus que 2 qui sont anti-censure. C'est François Hollande et Aurélien Rousseau, qui est, comme vous le savez, placé... Et pourquoi d'ailleurs François Hollande, Alain? Pourquoi François Hollande serait contre la censure? Parce qu'il pense que la censure peut entraîner une dissolution et que la dissolution peut dissoudre le Parti socialiste. Oui. Et ses représentants. Et ses représentants. Et accessoirement, l'empêcher à lui d'être élu. Et empêcher... parce que c'est pas du tout évident d'être élu sans les voix LFI pour François Hollande. Oui, oui. Dans sa circonscription de Corrèze, évidemment. Anne. Alors qu'ajouter après tout ça Non, il y a aussi la petite musique qui commence à monter en disant François Bayrou préfère choisir le moment de son départ plutôt que d'essuyer un revers et d'être obligé de partir. Oui, sauf qu'il n'a pas le dernier mot, et même s'il nous a fait promettre, fait miroiter un moment Mendès, pour l'instant... Alors Mendès France, sous la 4e République, voilà, qui est restée 7 mois et 18 jours, je crois, hein, c'est ça. Mais avec un bilan que l'on retient. Pour l'instant, c'est vrai que le bilan de François Bayrou, on peut dire qu'il est immobile à grands pas, il est proche de zéro. Donc sur le papier, rien n'a changé, c'est-à-dire que c'est toujours une alliance baroque, il y a toujours des ministres, ça tire à Uadia au sein du gouvernement, une alliance avec le président de la République qui est franchement brinque-ballante. Il y a peut-être quelque chose qui rentre aussi en compte, qui n'a pas été évoqué, c'est le contexte international, malgré tout, qui peut jouer aussi pour contribuer à le maintenir en place encore quelque temps. Peut-être jusqu'à la rentrée. Et Alexis, le rapport aussi, il n'est pas négligeable entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est souvent excédé par les positions de son Premier ministre. Il le cache de moins en moins. Il faut dire qu'il est souvent excédé par ses Premiers ministres. Il y a peu de Premiers ministres qui ne l'ont pas excédé. Bon, après, est-ce que c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron aujourd'hui, donc je parle avant le 14 juillet, de faire partir François Bayrou? Je ne le crois pas du tout, parce que le risque, si jamais... Ce que je ne crois pas, je pense que le vrai danger pour François Bayrou, c'est l'automne et c'est le budget. 40 milliards, c'est impossible à faire. Mais si jamais Bayrou tombait maintenant, qu'est-ce que doit faire Emmanuel Macron? C'est lui nommer un successeur. Alors tout le monde parle de Sébastien Lecornu, très bien. Le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. C'est tout à fait possible, c'est une carte dans son jeu, et pourquoi pas? Désarmé. Mais seulement s'il le nomme maintenant, c'est Sébastien Lecornu qui doit, à ce moment-là, en septembre-octobre, présenter le budget, et qui, à ce moment-là, peut tomber. Pourrait tomber. Et si donc, ben oui, puisque l'équation de Bayrou, ça va se présenter dans la même difficulté au successeur de Bayrou. Oui. Donc, dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, il me semble qu'il vaut mieux user Bayrou jusqu'au budget, quitte à ce moment-là à jouer une deuxième carte, une seconde carte, qui est celle de Lecornu. D'accord avec cela, Alain? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas trop sous-estimer ce que fait Bayrou. Non pas que je ne défends pas l'idée selon laquelle il mène la politique la plus dynamique du monde, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que si jamais un accord est trouvé entre le MEDEF et la CFDT, il y aura eu quelque chose au moins d'intéressant et de nouveau, ne serait-ce que par la méthode, et qui peut laisser des traces positives et d'ailleurs qui peut être utile pour d'autres que lui par la suite. Et d'autre part, depuis le début, là il faut reconnaître qu'il est constant dans ce qu'il a dit, il veut être jugé sur le budget qu'il présentera. C'est ça son obsession. Et c'est pour ça aussi qu'il parle d'un moment Madès. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il dira, on est dans une situation désastreuse, il faut 40 milliards, voilà comment moi je pense qu'on peut les atteindre. Bon, on comprend que... on comprend.
on croit comprendre que peut-être on s'approche de l'idée, par exemple, de l'année blanche, quelque chose comme ça, qui effectivement réduit les dépenses au lieu d'augmenter les recettes, ce qui quand même en soi est un changement positif. Un petit exploit. Oui, puis positif et inhabituel. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que je pense que ça passera facilement, hein, je ne crois pas, mais il n'empêche, et à cette occasion, il veut être jugé sur ça. Est-ce que je vous fais cette proposition ou pas ? Vous n'en voulez pas en pleine crise internationale et en sachant que le fait de la refuser déclenchera de nouveau une crise financière en France, parce que 2 fois de suite, ça voudra dire que les Français, représentés par les députés, n'acceptent pas de sacrifice dans une période qui les impose. Donc il y aura une crise financière. Donc c'est pour ça que je considère que ça va être vraiment un moment, et pour lui, ce qu'il rêve d'être depuis toujours, c'est-à-dire quelqu'un hors des sentiers battus et qui joue un pile ou face. Bah, il a beaucoup lu Henri IV. Hein. Oui. Je pense qu'il va essayer, il n'a pas le choix. De toute façon, il va présenter des mesures d'économie courageuses, François Bayrou. La marche est colossale, 40 milliards. 40 milliards. 40 milliards, c'est énorme. Ça fait des années et des années que les majorités successives procrastinent, ne le font pas. C'était des majorités, là. Comment le ferait-il alors qu'il n'a pas de majorité ? Et ce qui rend sa tâche, me semble-t-il, encore plus difficile, c'est l'approche de l'élection présidentielle. Quel parti, à l'approche de l'élection présidentielle, quel candidat va avaliser un programme d'austérité, d'économie, absolument nécessaire, absolument courageux, mais terriblement impopulaire. Alors ce qui est terrible en plus, Anne, c'est qu'il a un bloc central qui tient plus tellement, qui est quand même assez turbulent là. Hein. Oui, puis ce qui est paradoxal, c'est ce bloc central qui lui a permis d'accéder à cette fonction de Premier ministre grâce à, il ne faut pas l'oublier, quand même une espèce de chantage, de bras de fer avec le président de la République, ce qui explique aussi probablement cette mésentente qui continue, qui est originelle et fondamentale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des scissions, enfin pas des scissions, mais des fendiments, des divisions qui apparaissent, donc qui ne lui facilitent pas du tout la tâche. Mais bon, mais c'est vrai que on en est tous à attendre le budget, et c'est ce que disait Alexis. S'il arrive à, enfin, on ne voit pas comment, mais s'il arrive à faire passer un budget avec ses 40 milliards d'économies, chapeau. Oui. Ouais. Normalement, DES2. Richard ? Ouais, je tiens à dire quand même qu'il y a chez les socialistes, je parlais tout à l'heure de ceux qui sont tentés de censurer aujourd'hui, il y en a qui considèrent que censurer aujourd'hui, c'est une censure à moindre frais, et que ça leur permettrait comment dire, c'est de la tactique politique, mais de montrer qu'ils sont dans l'opposition pour pouvoir négocier sur le budget, parce qu'ils n'ont pas intérêt, pour le coup, à l'instabilité politique, financière, à une année blanche, etc. Et je voudrais insister aussi sur un autre point. À l'Assemblée nationale, un train peut en cacher un autre. On parle beaucoup des retraites, mais il y a aussi la PPL Grémillé, sur l'énergie. Une loi sur l'énergie qui va être soumise au vote demain. Demain, oui. Et pour le coup, le Rassemblement national dit des retraites que ce n'est pas une ligne rouge, mais Jean-Philippe Tanguy, qui est très engagé sur les sujets d'énergie, dit en revanche que si le socle, le bloc central vote contre cette PPL, ça pourrait être une justification. Très intéressant. La retraite sur la censure, la gauche est prête à la voter, mais le RN vient de dire nous ne la voterons pas. La censure sur la loi programmation d'énergie, le RN dit nous la voterons. Mais il est évident que la gauche ne va pas voter une censure contre les éoliennes et le. Non, mais le RN pourrait, par effet d'opportunité. Tout le monde peut se retrouver au moment du budget. À ce moment-là, il y a la convergence des luttes au moment du budget. À ce moment-là, tout le monde se retrouve. Mais avant le 14 juillet, moi, ça m'étonnerait. Donc, on est parti pour plutôt, s'il y a censure, une censure après l'été, Alain. Sauf accident, mais l'accident est possible chaque jour. Est-ce qu'une nouvelle censure du gouvernement, quel que soit le moment où elle arrive, eh bien, pourrait fragiliser le président de la République ? Bon, d'abord, c'est difficile de le fragiliser davantage. Ouais. Oui, c'est un fait. Aujourd'hui, je veux dire, ça n'est pas lui qui est l'enjeu politique. Ouais. Et on s'en apercevra de plus en plus. L'enjeu politique, c'est qui va le remplacer. C'est pas comment il va vivre les derniers mois. Il va vivre les derniers mois en s'occupant de diplomatie et de guerre. Mais je pense que ces interventions pré-présidentielles seront rares et pas forcément bien accueillies. Ouais. Donc je pense que son rôle, en l'occurrence, sera secondaire. Ouais. Et que je dirais que son entente avec Bayrou n'a pas beaucoup d'importance parce que chacun est dans son domaine
Et en réalité, François Bayrou n'essaye pas d'intervenir sur l'international et Emmanuel Macron se contente d'être critique discrètement sur ce que fait François Bayrou ou sur ce qu'il ne fait pas. De moins en moins discrètement, malgré tout. Oui. Oui, mais vous êtes en train de nous dire que plus, hein. Vous êtes en train de nous dire, Alain, que finalement, il n'existe quasiment plus dans le paysage aujourd'hui, le président de la République. Je suis en train de dire qu'il s'est auto-neutralisé sur le paysage politique intérieur et qu'il fait ce qu'il peut sur le front extérieur national, pas plus mal que ses voisins, et dans les limites de ce que les Européens pèsent en ce moment, mais qu'en tout cas, les choix qu'il a fait en politique étrangère, depuis longtemps, ne sont pas, à mes yeux, bon, qu'ils ne sont pas forcément clairvoyants, mais ces choix de politique étrangère et de défense, depuis longtemps, pas depuis 2 ans, sont des choix que je trouve raisonnables. Oui. Alexis, un mot. Il lui reste quand même une carte à jouer, enfin une carte sur laquelle on peut s'interroger, celle de la dissolution. S'il y a censure, pour revenir à votre question, bon, alors, il retrouve le droit de dissoudre à partir du 10 juillet. Sachant qu'il ne va pas dissoudre le 10 juillet pour faire des élections au mois d'août. Donc, de toute ça façon, pourrait intervenir après. Oui. Donc ça, il peut le faire constitutionnellement. Alain parlait de ses choix en matière de politique internationale. Là, on parle de choix en matière de politique intérieure, qui en tout cas parlant de celui-ci, n'a pas été formidablement positif, on va dire. Est-ce qu'il a intérêt à recommencer? Je ne le crois pas. En tout cas, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, il est peu probable qu'il en tire bénéfice. Alors, il y en a 2 qui pensent beaucoup à la présidentielle, c'est Marine Le Pen évidemment et Jordan Bardella. Donc il y a eu un accident de parcours pour Marine Le Pen le 31 mars dernier, où elle a été condamnée à une lourde peine, et notamment une peine d'inéligibilité, et surtout assortie d'un empêchement d'une certaine façon de se présenter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a compétition entre les 2 individus, entre les 2 intéressés? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui vraiment sur la même longueur d'onde? Je vous invite à écouter ce qu'a dit récemment Jordan Bardella. Si M. Bayrou continue à s'enfermer dans l'impuissance et l'inertie, alors il faudra revenir devant les Français. Moi, je crois que seule une élection présidentielle, en réalité, même anticipée, pourra permettre de sortir par l'eau d'une crise démocratique que je n'ai pas provoquée. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces alliances profondément cyniques de second tour, j'aurais eu une majorité pour être à Matignon et pour mettre en œuvre un projet de redressement, Marine Le Pen pourra pas être candidate, projet de redressement qui est aujourd'hui sollicité par de plus en plus de Français. Alain, on a l'impression qu'il joue sa carte, là, Jordan Bardella. Je crois qu'on a l'impression qu'il est très jeune. Oui. Et qu'il a parlé sans assez réfléchir, et qu'il ne s'est pas rendu compte que ce qu'il disait signifiait que s'il y avait dissolution, Marine Le Pen n'était plus au Parlement, qu'elle n'était plus la présidente du groupe, qu'elle n'était plus la porte-parole naturelle. C'est ce qu'on appelle une erreur de jeunesse. Je n'en fais personnellement pas un drame. Je ne suis même pas sûr que ça ait déplu à Marine Le Pen, qui n'est pas mécontente d'expliquer qu'il y a quand même des gens qui sont maintenant extrêmement professionnalisés et endurcis, et d'autres qui sont encore jeunes et tendres. Je ne suis pas sûr que tendre soit le mot pour Jordan Bardella, mais enfin, pourquoi pas. Jeune, incontestablement. Mais on a constaté quand même qu'il y avait 2 ou 3 bougées, comme on dit aujourd'hui, pardon, c'est affreux, oui. Non, mais 2 ou 3 évolutions dans le... Mais j'ai dit bouger à dessein. Entre guillemets, c'était pas... quand même. À dessein, mais 2 ou 3 évolutions quand même dans le discours du Rassemblement national, notamment qui a fait pas mal qui a été assez remarqué sur l'affaire du déficit et des 3% qu'il faudrait respecter, notamment pour les dépenses, non pas d'investissement, mais de fonctionnement. C'est-à-dire que le déficit de la France devrait rentrer dans le pacte de stabilité, discours qu'on avait rarement entendu au Rassemblement national, et qui fait dire à certains que ça, c'est plutôt la ligne Bardella, qui serait une ligne davantage soucieuse du respect des comptes publics. C'est très intéressant. Effectivement, c'est une évolution absolument majeure. Rappelons-nous les combats, notamment de Marine Le Pen, contre la règle... C'est même un tête-à-queue. Comment ? C'est même un tête-à-queue. Contre la règle de la règle des 3%. Qui vient de Bruxelles, évidemment. Qui était un rapt démocratique, qui était un viol de la légitimité populaire, qui était une manière de faire le jeu des Allemands. Tout à coup,
On nous dit, et c'est intéressant qui nous le dit, c'est Jean-Philippe Tanguy, qui est précisément censé incarner la ligne opposée à Bardella. Puisque dans le jeu de rôle, on dit le plus libéral, le plus pro-entreprise, le plus orthodoxe en matière budgétaire, c'est Bardella. Et le plus anti-système, le plus, entre guillemets, de gauche, même si c'est un peu caricatural, c'est Jean-Philippe Tanguy. Et là, c'est précisément Jean-Philippe Tanguy qui vient dire deux choses. D'abord, nous revenons, oui, nous rallions à la règle des 3%. C'est un tête à queue total. Et puis qui vient de dire là, à nouveau, sur les retraites, nous ne faisons plus un casus, nous ne faisons pas un casus belli du fait qu'on reste à la retraite aux 102 ans. On en parlera plus tard, on verra plus tard. Donc là, on sent, à rebours de ce que, effectivement, un peu de la question que vous posiez, c'était est-ce qu'il y a une guerre entre la ligne Bardella et la ligne Marine Le Pen? On a plutôt l'impression, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des oppositions de personnes et des agacements, mais que sur le fond, sur la doctrine, on a plutôt quelque chose qui se consolide dans un sens qui, effectivement, comme vous le disiez, est plutôt celui de Bardella. Oui. Anne, quel est votre sentiment on a l'impression qu'il y a une petite musique de la mise en place d'une forme de cohabitation malgré tout. C'est-à-dire il y a une candidate naturelle, Marine Le Pen, un candidat de substitution qui a le vent en poupe. Et il y a cette petite machine qu'on a vue il y a des années, enfin ceux qui ont suivi la campagne Balladur-Chirac, qui y ressemble. Les premiers sondages qui testent Bardella qui a le vent en poupe, les médias qui s'y mettent, qui scrutent le moindre mouvement, la moindre nuance dans le discours, les entourages qui s'en mêlent. Donc il faut qu'ils fassent attention parce que le poison de la discorde il existe, quoi, et puis il va être entretenu, tout le monde va avoir l'œil dessus. Est-ce qu'à l'intérieur du Rassemblement national, il y a une unité? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une tentation à l'intérieur du parti, justement, de jouer l'un contre l'autre en fonction des sensibilités des uns et des autres? Le Rassemblement national a quand même la particularité que d'autres partis politiques peuvent avoir, mais d'être extrêmement centralisé autour de la personne de Marine Le Pen. Donc j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir, et puis autour de Marine Le Pen, quelques lieutenants qu'on a cités, Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, Jordan Bardella, évidemment, sans doute le premier d'entre eux. Et je pense que la position de Marine Le Pen est très centrale, et on voit parfois des petits mouvements chez Jordan Bardella qui se distinguent, mais c'est toujours assez léger, et il est vis-à-vis de Marine Le Pen toujours aussi dithyrambique, toujours autant, et il fait ses déplacements avec elle au Bourget, etc. Donc je ne sais pas s'il y a... on sent une tentation, je pense, chez Bardella et dans son entourage d'exister, mais ça reste encore assez timide. Alain, moi, je ne vois pas tout à fait les choses globalement comme ça. Il y a des tensions entre eux, c'est absolument inévitable. Et ces tensions, en réalité, on connaîtra le fin mot à l'automne de l'année prochaine, quand on saura à quel moment a lieu le procès. Bon, d'ici là, il y aura des tensions, puis ils s'arrangeront. On nous a dit été 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Quand je dis l'été prochain, je ne parle pas de cet été, le 2026. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est dans les prises de position économiques des uns et des autres, qu'au fond, Marine Le Pen est toujours sur la ligne Orban. Le Premier ministre hongrois, c'est-à-dire franchement anti-européen, et très, non seulement souverainiste, mais ce qu'on appelle illibéral, c'est-à-dire rognant toutes les libertés, les autonomies, etc. Alors que Jordan Bardella, il est sur une logique économique méloniste, c'est-à-dire oui, au début, j'étais pas européen, il faut être réaliste, on est dans des conditions, et je m'arrange avec l'Europe, j'y entre, j'en joue le jeu, j'essaye d'en profiter, ce que Mélanie a très bien fait, puisque c'est elle qui a reçu quand même de très très loin le plus de crédit de l'Europe. Et avec ça, j'arrive à améliorer la situation économique de mon pays, ce qu'elle fait. Et il me semble qu'il y a cette différence qu'évidemment aucun des deux ne théoriserait. Mais je trouve qu'il y a un peu quelque chose comme ça, et qui m'amuse dans la mesure où on y sent aussi une question de génération. Alors justement. Orban, c'est un vieux de la vieille qui a des idées d'il y a 50 ans. Mélanie, elle est au pouvoir, elle est plus imaginative, elle s'adapte mieux que ça. Et au fond, c'est assez logique que Bardella soit plutôt de son côté. En plus, accessoirement, Marine Le Pen déteste Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, oui, ils ne s'entendent pas très bien. Non, ils se détestent. Ils se détestent, oui. Alexis, est-ce qu'on peut être président de la République à 32 ans si d'aventure elle était empêchée? Et s'il était élu? Est-ce qu'on peut être élu plutôt à 32 ans? C'est la grande question.
que d'ailleurs on ne pourra jamais trancher de savoir qui est meilleur que l'autre, parce que de toute façon il n'y en a qu'un qui sera candidat. Donc on ne saura jamais si l'autre aurait fait mieux ou moins bien. Bon, voilà. Donc chacun peut se faire son avis là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est une situation qui est créée ni par l'un ni par l'autre, qui est créée par la justice, c'est un état de fait. C'est pas Bardella qui complote contre Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen qui veut étouffer Bardella, c'est simplement qu'il y a une situation et que cette situation crée de facto une situation de concurrence, en tout cas de comparaison, peut-être de concurrence, et un petit peu parfois psychologiquement de compétition. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que Bardella parle plus aux jeunes, plus au milieu d'affaires, plus aux bourgeois, qu'il est sans doute plus rassurant que Marine Le Pen. Enfin, ou moins inquiétant. Moins inquiétant, mais qu'il est plus léger. Et ça peut jouer, c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'on donne les rênes d'un pays à un garçon qui a à peine plus de 30 ans ? C'est une vraie question, c'est là-dessus, ça va jouer. Marine Le Pen, elle parle davantage à l'électorat populaire, davantage aux fonctionnaires, davantage au électorat plus âgé. Elle est plus clivante, mais elle a une sorte d'épaisseur humaine qui peut faire qu'on se dise « Ah, bah après tout, pour lui donner les rênes du pays, ça irait mieux. » Bon, de toute façon, la question ne se posera pas. C'est la justice qui va dire c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, il devra essayer de rassembler ces différents électorats. Ce qui serait un séisme si elle n'arrivait pas, si elle ne pouvait pas se présenter. Ou est-ce que les Français, d'après les sondages, paraissent un peu moins justement réactifs qu'on a bien voulu le croire, et finalement disent bah, c'est comme ça. À cause de l'hypothèse Bardella. À cause de l'hypothèse Bardella. Oui. Est-ce que la question c'est est-ce que ça serait un séisme parce qu'il pourrait y avoir une remise en question de la décision judiciaire, ou parce que est-ce que ça serait un séisme politique ? Enfin, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que si effectivement il y a une remise en question de la décision judiciaire, ça fera des remous. Mais après, c'est vrai, si la justice a tranché et que Bardella est candidat, c'est ainsi. Elle aura préparé le terrain, on lui reconnaîtra ça, d'avoir modernisé le parti, d'avoir d'une certaine façon partiellement participé à faire oublier la figure du père et mis en place cette fameuse dédiabolisation, et voilà. Mais, il y a une autre dimension aussi, Richard, avec Jordan Bardella, on a le sentiment qu'il est plus ouvert à une union des droites que, comme vous le disiez, Alain, que Marine Le Pen. Tout à fait, c'est le lien avec Giorgia Meloni qui est tout à fait exact. D'autant que l'Italie a souvent été précurseur en matière de politique en France. Bref, peu importe. Effectivement, ça va être assez déterminant. Je dois rajouter quand même que sur cet espace politique d'union des droites, il y a des concurrents sérieux pour Jordan Bardella dans la perspective de la présidentielle. On entend de plus en plus des gens qui, pas forcément sur le mode des partis, mais sur le mode des idées, estiment que cette famille pourrait être... Il y a évidemment Éric Zemmour. Éric Ciotti. Et donc qui n'ont pas l'âge de Jordan Bardella, ça on l'a largement souligné. Et il y a autre chose qui est un handicap pour Jordan Bardella, y compris pour l'électorat qui le plébiscite dans les enquêtes d'opinion, c'est son absence de diplôme aussi. Moi, je pense que ça peut être, au moment de se présenter au suffrage présidentiel, quelque chose d'important, au-delà de son âge, parce que les Français sont très attachés quand même au diplôme, y compris, je pense, dans l'électorat bourgeois. Et d'un mot... je pense qu'il y a quelque chose qui lui serait sans doute reproché aussi, c'est le fait qu'il n'a jamais travaillé de sa vie en dehors de la politique. Ça n'est quand même pas un atout. Enfin, ils sont quelques-uns à n'avoir jamais travaillé en dehors de la politique. Ah oui, mais à ce point-là... À ce point-là, oui. C'est-à-dire que lui, il cumule il cumule le fait qu'il soit jeune et qu'il n'ait jamais travaillé. Oui, souvent, d'ailleurs, les représentants de cette très jeune génération n'ont fait que ça. Et pour cause, ils commencent par la politique, et donc ils n'ont jamais fait rien d'autre. Parce qu'il a commencé d'ailleurs comme jeune militant dans son parti. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Mais il a été militant, puis assistant parlementaire, et puis ensuite élu, nommé, choisi. Ce qui est frappant, c'est de voir que dans les sondages, ils font jeu égal. Mais ça ne veut pas dire que dans la dynamique d'une campagne, c'est différent. Bien sûr. Ils se comportent de la même façon. Les dynamiques de campagne, on ne sait jamais à l'avance ce que ça peut donner. Donc ça, on peut monter, on peut baisser, tout peut arriver. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une égalité que ça durera jusqu'à la fin. Alors là, la différence, elle n'est pas à l'intérieur d'un même parti, mais à l'intérieur d'un même camp, on va dire, la gauche, qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Là, c'est pour le coup, c'est tout à fait vrai. À propos de la guerre au Moyen-Orient, puisqu'on peut appeler ça une guerre maintenant, et on va écouter ce que disent les uns et les autres. Qui se plaindrait de la déstabilisation du régime des Mollahs ?
a tous manifesté ces derniers temps autour du slogan Femme, vie, liberté. On a tous pointé le rôle des proxys iraniens, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, les milices en Syrie ou en Irak. Il y a en effet une menace que représente l'Iran. Mais je le dis, je préférais que cela se règle par d'autres voies, qui sont celles de la diplomatie, de la négociation. Tout le monde le préférerait. Mais encore faut-il avoir des interlocuteurs qui y sont disposés. Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Alors, Richard, c'est un classique, on va dire. En plus, bon, Jérôme Guedj a une position qui a toujours été très, très affirmée, qui est tout à fait... qu'il exprimait d'ailleurs devant, c'est l'extrait qu'on a montré devant Alain Duhamel il y a quelques jours sur BFM TV, et Alma Dufour qui s'exprimait il y a 2 jours, ou 3 jours plutôt, et qui, depuis, eh bien, ce discours a été largement amplifié par Jean-Luc Mélenchon lui-même et par d'autres d'ailleurs. Hein. Ouais, effectivement. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à mon avis, ce clivage, il existe au sein même du Parti socialiste, qui est un seul et même parti, voilà. Qui interroge plus que... Voilà. Après, sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'en faire, de l'instrumentaliser et d'en faire un objet de clivage prépondérant à gauche, mais ce depuis le 7 octobre, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a quand même en tête l'élection présidentielle et l'idée d'exister seul dans cette famille politique, et puis accessoirement de détruire le Parti socialiste pour des questions d'inimitié et de ressentiment qui sont tout à fait personnelles. Donc il instrumentalise sa question, on l'a vu récemment avec, encore une fois, Alma Dufour que vous venez de montrer, à Val-de-Reuil, c'est une histoire qui a fait peu de bruit, mais il a accusé le maire de Val-de-Reuil comment on appelle ça, d'un partenariat entre la mairie du Val-de-Reuil et une mairie israélienne. Jean-Luc Mélenchon a fait monter ça sur les réseaux sociaux en envoyant un certain nombre de sameutes, comme il est coutume de dire aujourd'hui, contre un maire socialiste à Val-de-Reuil. Et ce que je veux dire, je cite cet événement-là parce que c'est symptomatique de ce qu'essaye de faire Jean-Luc Mélenchon avec le conflit du Proche-Orient en instrumentalisant pour que l'électeur de gauche se retourne contre le Parti socialiste. C'est un pari qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a une ligne... pari électoral. Il a une ligne qui, depuis le départ, est très cohérente. Elle est très vindicative, elle est très manichéenne, elle est aussi avec des visées électoralistes que tout le monde connaît, mais elle est cohérente. Et les circonstances... Et la guerre, ce qui se passe, l'Iran, etc., ça lui donne l'occasion de poursuivre l'exploitation de sa thèse. Et il y a une partie des électeurs, et notamment des jeunes, et puis des électeurs musulmans, etc., pour qui ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité révélée. C'est Moïse. Ouais, bon, ça. Alors évidemment, ça ne correspond pas du tout à ce que pensent les socialistes. Moi, ceux qui me déçoivent, dans cette... Vraiment, ce sont les écologistes. Parce que je ne comprends pas très bien pourquoi, sur les questions de politique étrangère, en dehors de l'Europe. Mais sur les questions de politique étrangère, ils ont cette tentation de coller, notamment pour tout ce qui est le Moyen-Orient, de coller aux positions de Mélenchon. Ouais. Je ne vois pas leur intérêt et je ne crois pas à leurs convictions. Alors, il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon, qui a un discours très radical aujourd'hui, il y a précisément 13 ans, il disait tout le contraire. Absolument le contraire. Il prenait le parti de façon très tranchée, d'ailleurs. C'est un régime théocratique, les mollahs. Les mollahs. Enfin, il n'y avait pas pire que les mollahs. Ils descendent comme de gauche laïque contre un régime théocratique. Mais donc, si en 13 ans, il a changé à ce point, c'est que ça va au-delà de l'expression d'un tempérament ou d'une conviction, c'est une stratégie. Oui, bien sûr. Mélenchon construit une stratégie, et là je parle sous le contrôle de Richard qui a très bien expliqué ça dans le Figaro, dont on peut lire les fondements théoriques dans l'œuvre de Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, qui est la philosophe qui inspire Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire au fond,
le prolétariat c'est fini, nous ont quittés, ou il n'y en a plus, ou de toute façon ils sont partis au RN. Et donc il faut constituer avec ce qu'on a sous la main un peuple. Et qu'est-ce qu'on a sous la main ? Évidemment, l'électorat musulman, l'électorat des banlieues dont parlait Alain, mais pas que ça va au-delà ce discours. Ce discours, il parle à cet électorat-là, il parle aussi à l'électorat classique de l'extrême gauche, les rouges, et puis il parle à cet électorat urbain, diplômé, un peu déclassé, un peu boboisé, très sensible aux attentes LGBT ou écologistes. Donc ça fait 3 segments plus les jeunes et donc beaucoup plus de les jeunes dans ce segment-là, beaucoup de jeunes. Plus de 25% maintenant. Et donc il essaie, mais vous avez absolument raison, il essaie d'unifier ces 3 segments-là dans un ennemi commun, une détestation commune, parfois une haine commune, qui est celle de l'Occident colonisateur, et Israël, qui est une espèce d'incarnation plus de l'Occident. Donc c'est une vraie stratégie construite, une stratégie qui a eu un certain nombre de résultats électoraux et qui peut continuer d'en avoir. Il ne faut pas la sous-estimer. Ces électorats sont des électorats importants, on le verra au municipal et puis on le reverra ensuite. Et il y a un vrai travail théorique de Mélenchon, réfléchi et qu'il accomplit systématiquement. En fait, il a remplacé le communisme par l'islamisme. Voilà, on peut dire ça. Enfin, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand philosophe. Oui. Mais... Enfin, la défense effectivement, mais c'est ce qu'a dit Alexis, la défense du prolétariat qui n'est plus par la défense de la Palestine. En fait, c'est ça aujourd'hui la ligne directrice. C'est vrai qu'on ne parle plus tellement. Et on retrouve d'ailleurs en Palestine, côté palestinien, les soi-disant pauvres et côté israélien, les soi-disant riches. Avec Israël qui incarne l'Occident. La richesse. Une sorte. D'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin, ça c'est une parenthèse, c'était de voir que quelqu'un comme Dominique de Villepin trouve qu'il doit y avoir une certaine efficacité dans le discours, puisqu'il y colle aujourd'hui. Enfin, bon, c'est certes, il surfe sur son fameux discours de l'ONU en 2003, mais enfin, bon, c'est assez amusant de voir qu'il va dans cette direction. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il en vient même, on a bien vu au lendemain du 7 octobre, à d'une certaine façon justifier le terrorisme. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau à l'extrême gauche. En fait, j'ai regardé ça, j'ai vu ça en 1972, au moment de Septembre Noir, le fameux attentat à Munich, qui avait les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de Munich, il y avait eu des athlètes israéliens qui avaient été massacrés par le commando palestinien de Septembre Noir. Et à l'époque déjà, au sein de l'extrême gauche, certains avaient justifié cet acte de terrorisme au nom de la défense d'un État palestinien. Donc en fait, lui, il est dans... Dont Edoui Plenel. Pardon ? Dont Edoui Plenel. Dont Edoui Plenel. Voilà. Et donc lui, finalement, il continue la tradition. Et est-ce qu'on peut ajouter qu'en 1979, au moment de la révolution islamique en Iran, il faut se rappeler les déclarations à cette époque-là de Sartre, de Foucault. Finalement, l'Iran, c'est pas tout à fait un hasard, c'est la matrice de l'islamo-gauchisme. Du temps de Septembre Noir, c'était pas islamique Sartre encore. Était équidistant. Mais l'islamo-gauchisme, au sens propre du terme, il va naître autour de la révolution islamique en Iran, autour de l'ayatollah Khomeini, avec les positions de Sartre, de Foucault. Et finalement, c'est le point de départ de toute cette évolution qu'on voit. Parce qu'il y avait dans le discours de Khomeini, qui était un discours universaliste, il se moquait complètement du chiisme et du sunnisme. Et il y avait un discours universaliste. Et c'était prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'était Marx, et musulmans de tous les pays allaient... de l'islamo-gauchisme, il faut quand même rappeler que les gauchistes, qui à l'époque ont fait la révolution, les communistes avec l'ayatollah Khomeini, se sont tous fait massacrer, éradiquer, ils ont perdu dans la seconde. C'était vraiment les idiots utiles de l'islamisme. Le président Bani Sadr en premier. Mais en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, je suis persuadé qu'il considère que les musulmans de France, c'est le nouveau prolétariat. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi la volonté, plutôt que le communisme, je pense, de remplacer l'écologisme, qui avait été un des moteurs de la campagne de 2022 de Jean-Luc Mélenchon, qui a fini par 22% quand même de suffrage. Il en parle beaucoup moins maintenant. Il en parle beaucoup moins, exactement, mais parce qu'il estime que dans cet électorat que Alexis a largement détaillé, c'est-à-dire les jeunes, les quartiers populaires, etc., c'est des causes qui mettent en mouvement. C'est plus tellement des considérations d'ordre politique traditionnel. C'est pour ça qu'il incarne à ce point, ou qu'il donne autant d'écho à ces causes. La France Insoumise a organisé son propre événement pour la fête de la musique, par exemple, ce qui est quand même assez troublant pour un parti politique traditionnel. Donc je pense que son idée, c'est de faire avec Gaza ce qu'il avait fait avec l'écologisme au moment de la campagne de 2021-2022. Alain, oui. Est-ce que c'est un pari qui peut lui permettre d'accéder au deuxième tour d'une présidentielle, puisque c'est son objectif ? Mélenchon a un atout et un handicap.
L'atout, c'est qu'il a une force de mobilisation de son camp, de ses fidèles, qui visiblement est granitique. Oui. On peut trouver ça ridicule, mais enfin, c'est comme ça. L'autre chose est que maintenant, il est aussi un repoussoir, bien plus encore qu'auparavant. Ouais. Et donc, il a une forte capacité de mobilisation de son camp autour de lui, et en revanche, une capacité quasiment inexistante à se faire des alliés. Oui. Très supérieur à ce qui était avant. Plus forte qu'avant, oui. Oui, il est considéré comme celui qui fait peur. Ouais. Voilà. Ceci étant modulé par l'intérêt électoral des 10 alliés ou de l'intérêt électoral tel qu'ils le perçoivent, parce que c'est une question qui va se poser au municipal et qui se posera ensuite. Verra-t-on ou pas, et je crois qu'on le verra, un certain nombre de socialistes, de communistes, en dépit de tout ce qu'ils ont pu dire aujourd'hui sur les excès, les folies de Mélenchon, eh ben, évidemment, il faut faire une alliance électorale parce qu'il faut être élu. D'où la division du Parti socialiste aujourd'hui. Dans le discours, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des glissements sémantiques. Mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à utiliser le terme de génocide pour qualifier la situation à Gaza très très tôt. Et aujourd'hui, tout le monde, les socialistes, de manière symptomatique à l'époque, disaient non, je préfère pas utiliser ce terme que je ne choisis pas. Aujourd'hui, tous les socialistes parlent de génocide. Et Olivier Faure, pas tous. Pas Jérôme Gall, je vais parler d'Olivier Faure. Olivier Faure, à la tribune du Congrès du Parti socialiste, revendique l'utilisation du terme de génocide, ce qui prouve aussi qu'il y a, je ne sais pas comment dire, par le discours, par le bas, un glissement et une union qui se fait. Et puis qu'il y a eu quand même pas mal de morts entre-temps. Oui, non, mais effectivement. Mais Olivier Faure, il est quand même, sans le dire, sur la ligne d'une union avec Mélenchon. Ça finira comme ça. Ce qu'il a refusé de nier. Au congrès du Parti socialiste, le dernier parti. Il a refusé d'exclure la possibilité d'une alliance avec Mélenchon. C'est bien qu'il compte la faire. Tout à fait. Alors, il est l'heure de passer à nos coups de cœur et nos coups de griffe. Richard, alors, mon coup de griffe va à la fête de la musique, pas par la fête de musique en elle-même, mais c'est plutôt les événements malheureux qui en ont découlé samedi dans Paris, des bagarres, et puis je pense en particulier à ce phénomène... Pas que dans Paris, apparemment. Pas que dans Paris, effectivement, mais je pense aux images, moi, qui m'ont marqué, voilà, et puis à ce phénomène nouveau et extrêmement inquiétant, qui est des piqueurs, c'est-à-dire des gens qui vont piquer à leur insu des jeunes femmes dans la rue. Alors ça s'était déjà produit il y a 3 ans, paraît-il. Et là, il y a eu une espèce des centaines de femmes qui ont été touchées, donc voilà, j'avoue que mon coup de griffe va à là. Il faut supprimer la fête de la musique, alors? Je ne sais pas s'il faut supprimer, mais en fait, on a le sentiment que la fête de la musique, c'est devenu la fête de la fête, quoi. Vous voyez, il y a des DJ dans les rues, il y a plus... Enfin, bref, voilà. Mais donc, non, je ne pense pas qu'il faille supprimer la fête de la musique, mais il faut peut-être s'interroger sur comment ça se passe. Voilà. Et puis, mon coup de cœur va à Antoine Vermorel, un député LR, qui est spécialiste pour ce parti des questions écologiques et qui a fait une tribune après la PPL Grémillet, en disant qu'il fallait que son parti soit plus... défendre des positions davantage écologistes. Et j'avoue que Et sur les renouvelables. Et sur les renouvelables, voilà, parce que c'était ça qui a centralisé. Je trouve que c'est un point de vue intéressant pour la droite. Oui, Alain, vous estimez qu'il n'y a pas assez de discours à caractère écologique au LR? À droite, oui. Ça me paraît une évidence. Depuis le départ de Nathalie Kosciusko-Morizet? Je ne dirais pas depuis son départ, mais oui, l'écologie, ils y vont... c'est le point mort de la droite. Rebrousse chemin. Ouais. Cela dit, on n'entend pas beaucoup les socialistes non plus sur ce terrain. Ils étaient absents de alors, là, c'est quand même pour l'instant un débat au sein de la droite qui commence à s'esquisser. Les socialistes, ils se réfugient quand même beaucoup, d'une part derrière le nucléaire, et puis d'autre part derrière l'écologie, quand même, j'allais dire banale. C'est bon, j'ai dit. C'est bon. Anne? Alors, je commence par mon coup de griffe. Alors, je dis que ce n'est pas... Ce n'est pas du corporatisme journalistique, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la manière dont Rachida Dati a épinglé Patrick Cohen lors de cette émission sur France 5 en le menaçant de mettre en œuvre des poursuites en faisant référence à une enquête faite par Mediapart sur lui, du harcèlement qu'il aurait exercé. Professionnel, oui. Non, oui, pas sexuel, du harcèlement. Quand il présentait le journal de France Inter. Je trouve que bon, il y a des méthodes, surtout que Mediapart en général est toujours ses méthodes et ses enquêtes sont récriées lorsqu'on en est l'objet. Je trouve que s'appuyer sur une enquête de Mediapart pour
pour finalement éviter de répondre à une question qui la gênait, je ne trouve pas que ça soit génial. Quoi, voilà. Ouais. Mon coup de cœur, c'est, parce que j'ai un peu regardé, c'est des 2 brochures de la Fondapol qui ont été écrites. La Fondapol, c'est l'association qu'a créée Dominique Régnier. Qui fait des études politiques. Qui fait des études politiques. Donc 2 études de Bernard Brunto et Stéphane Courtois qui avaient fait une somme sur le communisme qui s'appelle les Courtois, qui est un spécialiste du communisme. Sur les gauches antisémites. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est depuis Proudhon qui montre que finalement c'est un poison qui ne date pas d'hier. Oui. Alexis ? Alors, moi, mon coup de griffe, c'est la récente décision du Conseil constitutionnel sur la justice des mineurs, la fameuse loi Attal. Qui est tombée vendredi dernier. Vidée de tout contenu. Dernier. C'était jeudi soir, c'est ça. À peu près, vidée d'à peu près de tout contenu par le Conseil constitutionnel. C'est une interrogation maintenant ancienne sur le point de savoir entre ce qu'on appelle l'état de droit d'un côté et les attentes électorales de l'autre. Mais là, on se dit que si sur ces questions-là, tellement évidentes qui sont les questions de la justice des mineurs, si le juge constitutionnel s'obstine à ne jamais rien vouloir changer, parce que franchement, les modifications n'étaient pas non plus... Il ne s'agissait pas de supprimer, par exemple, l'exception de minorité. Il s'agissait de revoir un certain nombre de choses. Et bien même ça, c'est trop pour le Conseil constitutionnel qui s'appuie sur l'ordonnance de 45, qu'il intègre dans le bloc de constitutionnalité. Oui. C'est-à-dire l'ordonnance de 45, c'est la Constitution. Mais si on finit par tout mettre à la Constitution, on ne peut plus rien changer, si ce n'est... Et cette décision du Conseil constitutionnel va pousser toute une série de partis qui le disent déjà à dire demain, la seule façon de durcir nos lois pénales ou de revoir un certain nombre de choses en matière d'immigration, ça va être de revoir la Constitution. D'accord avec ça. Est-ce que le Conseil constitutionnel devient une Cour suprême, quoi, Non, mais le Conseil constitutionnel, il applique la Constitution et la législation. Alors, quand il l'applique, évidemment, ça déplaît à tous ceux qui sont censurés. Sauf qu'il va au-delà de la Constitution, Alain, vous êtes d'accord, pour aller chercher des textes comme l'ordonnance de 45. Il ne faut pas faire semblant de croire que ça, c'est quelque chose de nouveau. Non. C'est pas ce Conseil constitutionnel-là qui a inventé ça. C'est une évolution, je connais par cœur l'histoire du Conseil constitutionnel, c'est une évolution continue depuis 1960. Non, 60. 60, ça a commencé quand Roger Frey a pris la tête du Conseil constitutionnel. Alors, on peut trouver que c'est un mauvais équilibre institutionnel. Mais à ce moment-là, il faut changer. Il faut modifier la Constitution. Si on pense ça... Quant à dire que le Conseil constitutionnel se borne à appliquer la Constitution, le Conseil constitutionnel découvre des principes fondamentaux aussi de la tradition républicaine, principes généraux du droit, en incorporant dans ce qu'il a créé au fil du temps un bloc de constitutionnalité qui n'a absolument rien à voir avec la Constitution. Ce sont toute une série de principes très flous, très généraux, qu'on interprète comme on l'entend. C'est de la politique, vous le savez très bien. Non, c'est le propre. C'est pas du droit. C'est le propre du bloc de constitutionnalité, justement. Qui est une invention absolument contestable. On peut la soutenir, on peut la critiquer. Si on n'est pas d'accord, il faut dire qu'on souhaite, ce qui d'ailleurs est tout à fait légitime, c'est pas vouloir modifier la Constitution, on l'a modifié un grand nombre de fois depuis 1958, donc il faut dire, moi dans mon programme, je voudrais une réforme, une révision de la Constitution sur ce point précis, et pour fixer autre chose. C'est tout à fait possible. Et encadrer le pouvoir d'interprétation du Conseil constitutionnel. Ça finira comme ça. Parce que sur l'immigration et sur la sécurité, on peut juridiquement penser tout ce qu'on veut, tout ça, mais il est évident que c'est en absolue contradiction avec les attentes de l'électorat. Oui, bien au-delà de la droite. Bien entendu. Je ne discute absolument pas cet aspect des choses, mais à ce moment-là, il faut faire évoluer la Constitution. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Non, mais on continue. Non, mais moi j'ai mon coup de cœur et mon coup de griffe. Mais on n'a pas entendu le coup de cœur de... Chacun son tour. On n'a pas entendu... Ça m'est égal d'être le dernier. Mais c'est pour vous réserver... C'est la meilleure... C'est pour vous réserver le... En plus, ça me change. C'est pour vous réserver... Non, ça me change dans mes habitudes. Donc c'est Alain, à mon âge, il faut pas avoir peur de changer ses habitudes à mon âge. Donc je veux très bien terminer. C'est pour vous donner le dernier mot, Alain. Je ne sais plus quoi faire, j'ai déjà donné le premier mot. Si, c'est sincère, attendez. Non, c'est bien trouvé au bon moment.
Je vais être très rapide, Alain, je vous promets. D'autant que mon coup de cœur rejoint celui de Dan, puisqu'il s'agit de Dominique Régnier, qui vient de donner une interview formidable, et ça rejoint l'échange un petit peu qu'on vient d'avoir avec Alain, au Figaro, sur la question du fait, enfin, en disant en gros, on ne peut pas parler d'immigration sans être immédiatement rejeté dans les ténèbres des extrêmes, de l'extrême droite, etc., etc. Citant à l'appui de sa thèse le cas de Didier Lesky, grand patron de l'Observatoire de l'immigration, et qui vient de faire un rapport tout à fait intéressant sur la question de l'immigration afghane en France, et qui vient de se faire vouer aux gémonies par la gauche, par Najat Vallaud ou Belkacem, etc., au motif que son projet était trouble et que les financements étaient eux-mêmes pleins d'arrière-pensée. Alors que lui-même vient de la gauche, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Alain, je vous ai gardé le meilleur, justement. Vous commencez peut-être coup de cœur ou coup de griffe, comme vous voulez. Tout le monde, coup de cœur d'abord. D'accord. Coup de cœur, c'est la CFDT, parce que je trouve que dans le conclave, c'est elle qui a la position la plus responsable, et qu'un syndicat qui accepte de remettre en cause un principe qui fait l'objet de contestations très violentes en France depuis 50 ans, c'est courageux, et qu'en plus d'arracher pour les salariés, d'arracher si le conclave réussit. Oui. Bon, mais au moins, elle a essayé. Bon, elle a eu une attitude constructive. Elle a joué le jeu. Non, elle a eu une attitude constructive. Et oser faire ça de la part d'un grand syndicat, en France, c'est une preuve, même pas de courage, de témérité. Bon, donc je dis bravo d'avoir essayé. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais bravo d'avoir essayé. On le saura dans les prochaines heures. Alors, mon coup de griffe, je suis désolé parce on va donner l'impression de s'être mis d'accord à l'avance, mais c'est Rachida Dati. Alors, bien sûr, pour ce qu'a dit Anne, bon, ça va de soi. Elle s'est comportée grossièrement. Bon, mais Rachida Dati, c'est quelqu'un de brillant, de hardi, de provocateur et d'incroyablement brutal dans toute sa vie politique et en direction de tout le monde. Il y a deux catégories de gens pour elle. Il y a un millionième qu'elle embrasse avec effusion devant les caméras, et tous les autres, ce sont des cibles. Et il faut reconnaître que c'est un bon archer. Bon, mais que ces cibles, c'est pas agréable à recevoir, et je trouve que ceux qui les reçoivent ne les renvoient pas assez. Mais le millionième dont vous parlez, elle est capable aussi de les mettre au piquet. Hein. Quand il devient une cible. Oui, mais c'est souvent le président de la République dont il s'agit. Un premier. Vous voulez dire le président Sarkozy, puis le président Macron. Par exemple. Voilà. Alors justement, le président Macron, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous l'avez plus ou moins dit, mais qu'il joue son rôle dans le conflit au Proche-Orient ? Il fait ce qu'il peut comme un dirigeant européen qui est quand même le plus actif de tous et le plus constant sur ce point, essaye de faire, c'est-à-dire sauver la face. Dire, bah oui, on n'est quand même pas tout à fait mort, on a quelque chose à dire. Est-ce que ça a le moindre impact concret ? Malheureusement, non. Bon, mais ça, c'est les circonstances qui sont comme ça. Hein. C'est les États-Unis, c'est Trump, c'est Netanyahou, c'est l'Iran et l'abomination de ce qu'est l'Iran, donc, et le danger de ce qu'est l'Iran. Donc, en réalité, il n'y a pas de marge. Et de dire tout ça doit se terminer par une négociation, bah oui, elle est arrivée par une négociation, mais on voit bien que c'est une négociation dont on attend tous, d'ailleurs avec plaisir, hein, que ça soit une capitulation. Donc, une négociation-capitulation, c'est plutôt capitulation que négociation. Donc, on ne sert à rien. Eh bien, quelle conclusion! Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis sûr que les commentaires que vous avez entendus ce soir, eh bien, vous ont servi justement et vous ont éclairé sur la situation politique, voire la situation internationale, avec des commentaires de qualité, de haut niveau, et des échanges qui n'ont pas toujours été uniformes, ce qui est tout à fait intéressant. Merci à tous les quatre, merci de nous avoir donné vos impressions et vos opinions sur l'actualité, et on se retrouve
eh bien, lundi prochain, toujours à 10h, à 22h, pardon, 10h PM, comme on dit, pour de nouvelles impressions sur l'actualité politique notamment. Bonne soirée et bonne nuit.